Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Camille. Bonjour Samuel. Comment tu vas ? Très bien. On dit aux gens que c'est la deuxième fois qu'on enregistre ou pas ? C'est toi qui décides. Effectivement, les erreurs, ça arrive et donc on enregistre pour une deuxième fois. Et si jamais il y a une troisième, tu me dois un bitcoin, hein, je le dis comme ça. Il n'y aura pas de troisième. J'ai bien vérifié, c'est bon, on est bien parti. Faut mettre une incentive pour être sûr du résultat ici. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir, une fois de plus, donc, sur le podcast. Comme je te demande souvent à mes invités, comment est-ce que tu aimerais que les gens puissent te connaître sur le podcast ? Parle-moi de toi. J'aimerais que les gens me connaissent sur le podcast comme quelqu'un qui a beaucoup de passion et qui a décidé d'en faire 3 activités. Donc j'ai la chance d'avoir passé 15 ans en banque d'investissement, où j'ai à peu près fait tous les métiers sauf trader, parce qu'il n'y avait pas de management dans le trading, et du coup j'aime bien manager des équipes. Donc oui, c'est possible de refuser d'être trader. Il y a des gens assez fous pour dire ça. Ok. En plus, j'ai bossé à Hong Kong et à Londres, donc vraiment j'ai eu la chance de voir différentes salles de marché. Et après, pendant le Covid, comme je m'ennuyais un petit peu, j'ai lancé un club de conférences sur Clubhouse, paix à son âme, avec des ingénieurs de la NASA où on parlait des différentes missions. C'était au moment de Mars et du rover. Et donc, du coup, j'ai un peu repris ma passion de l'aérospatiale. Et depuis, j'ai eu la chance de pouvoir bosser dedans. Et donc, j'aide les boîtes de l'aérospatiale à trouver des clients parce qu'ils ont des superbes idées. C'est des techs purs et durs. En R&D, c'est des fous furieux, c'est des pépites. Par contre, à qui je vais vendre mon produit, généralement, c'est très vague. Okay. C'est forcément quelqu'un va être intéressé. Alors en fait, la personne ne va pas trouver ton produit tout seul dans un annuaire. Il va falloir que tu lui dises qu'il existe, c'est quoi les bénéfices pour lui, qu'est-ce que ça va lui apporter. Et donc moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'aider ces boîtes-là à trouver des clients, souvent sur des verticales d'ailleurs pas spatiales, parce que souvent, c'est des produits qui sont à la croisée des chemins. Ok, comme quoi après ? Je vais te donner un exemple très rigolo. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des couches culottes ? Parce qu'à un moment donné, il y a un astronaute qui, lors d'une mission, il a eu envie de faire pipi et il n'y avait pas le temps de lui enlever, parce qu'il y avait du retard sur le départ de la mission, de lui enlever sa combinaison et donc et de lui la remettre. Donc on lui a dit, écoute, c'est pas grave, ça passera. Donc il a fait pipi, donc ça a brûlé 2 capteurs. Sauf que du coup, tout est parti en live sur le suivi des capteurs de sa combinaison et ça a beaucoup compliqué sa mission. Et du coup, on a créé une couche culotte, l'équivalent d'une Pampers aujourd'hui, pour que les astronautes puissent ainsi comme ça partir dans l'espace et ne pas perdre les capteurs dans la combinaison. Okay. Et parce que on va réaliser assez rapidement que c'est beaucoup plus vendeur d'aller voir ton board pour dire que tu vas faire une couche culotte pour Alan Spar, plutôt que pour ta femme qui galère à changer tes enfants. Totalement. Et donc il y a énormément de produits aujourd'hui qu'on utilise tous les jours, qui ont été faits grâce à l'exploration spatiale. Je vais donner des exemples. Le micro-ondes, la photo numérique, parce qu'avant, on envoyait des pellicules, donc ça prenait différentes photos, et on les assemblait à la main. Je ne sais pas si tu imagines le niveau du travail. Donc en plus, si tu avais une pellicule qui ne revenait pas, tu avais qu'un bout de la photo. Ouais. Donc voilà. Le thermomètre, par exemple, sur le front aussi, ça a été fait dans ce cadre-là. La ceinture de sécurité aussi, la couverture de survie. Ouais. Et il y a un autre truc qui va être très utile, je pense, dans les années à venir. Quand les astronautes vont sur l'ISS, ils ont un grand problème et un grand risque de caillots sanguins. Donc, ils font de façon très régulière des échos. Sauf que, ce n'est pas des radiologistes, donc souvent, ils ne la mettent pas très bien. Okay. Donc, ils ont trouvé un moyen de faire la boule de l'écho à distance qui est gérée par le radiologue sur Terre. Et donc, ça, c'était dans la mission en 2016 de Thomas Pesquet, c'est le programme ECHO. Et donc, ce produit, aujourd'hui, il existe. Donc, c'est magique. Si on arrive à faire une radio à notre ami Thomas Pesquet là-haut, du coup, Mamie Jacotte qui va être dans le Cantal, qui est en train de faire une crise cardiaque et qu'on ne sait pas si on peut la transporter ou pas dans l'ambulance, on peut la mettre dans sa maison médicale, appeler le radiologiste de service qui, lui, va faire la même chose à distance et dire « c'est bon, là, il n'y a pas de dissection aortique, on peut la mettre dans l'ambulance, il n'y a pas de risque pour elle. » Formidable. Tout ça parce que Thomas Pesquet, à un moment donné, ne savait pas très bien mettre ça.
Donc voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans le new space. Ok. Après, j'ai des acteurs beaucoup plus classiques, qui sont plutôt les hedge funds, qui eux sont des gens qui vont lancer une nouvelle activité, qui ont besoin d'outils, de partenaires. Et donc moi, ça c'est mon métier, c'est ce que je fais. Et aussi, il y a des fonds crypto qui veulent le même genre de partenaires, mais très sérieux, qu'ils auraient dans le monde classique de la finance actuelle. Et donc moi, comme j'ai de la chance de parler le crypto et la finance traditionnelle et d'aimer beaucoup la régulation et le respect des règles, parce que un bon scandale est une opportunité de business. Ça peut paraître bizarre, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Donc du coup, je vais accompagner les acteurs des fonds pour trouver leurs équivalents crypto. Et j'essaye aussi d'aider les fonds crypto ou les boîtes crypto à signer des gros acteurs. Alors là, c'est pas toujours évident parce que pour le coup, les règles, c'est un peu plus long à être assimilé du côté crypto, voilà. Et à côté, je suis business angel, j'ai mis une dizaine de tickets et maintenant, j'aide aussi des boîtes à lever de l'argent quand c'est dans des verticales où j'ai suffisamment de réseau pour les aider. Voilà, un peu leur ouvrir d'autres horizons que, tiens, je suis dans la vertical space, je vais que aller voir des VC space. Donc voilà. Ok, donc un parcours bien chargé. Ça m'étonne pas de toi, connaissant. Et aujourd'hui, si on reste un tout petit peu sur la vertical space, quel est le lien avec le côté Web3, espace? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'il y a un lien? Il n'y en a pas vraiment un. La seule différence, c'est que la space a compris que pour se brander, c'était la new space. Et la crypto n'a pas compris que la crypto, c'est pas le banque 2.0. Ils ont fait le choix banque 2.0 et pas new bank. Et toute l'erreur, je pensais là, mais on en parlait tout à l'heure. Donc si on va sur le new space, le new space, c'est changer de paradigme. C'est se dire, OK, avant, j'ai un financement public qui a beaucoup de process, qui est très lourd, qui est très lent, qui a des rêves un peu impossibles pour pas d'argent. Et je décide d'outsourcer toute cette difficulté en demandant à des entreprises privées de me faire des missions et de me faire des avancées technologiques. Donc un propulseur, un moteur, un lanceur, un satellite. Et donc, c'est de donner ça à des entreprises privées qui, elles peuvent se permettre de faire des shortcuts dans leur choix. SpaceX étant quand même un grand exemple de ça. Sur les satellites, aujourd'hui, on a Starlink, on a bientôt Kuiper, c'est Amazon qui va arriver. On a plein de constellations de satellites, voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans le New Space, c'est qu'on a été prendre l'agilité des startups et les idées un peu folles du monde de l'État. Et ça marche plutôt bien. Et donc, en fait, ils n'ont pas cherché à juste digitaliser le space, ils ont fait un new space. Ok. Et tu me disais, donc, la banque, c'est pas New Bank, banque 2.0. Bah, en fait, ils ont fait une banque 2.0, c'est qu'ils se sont dit, en fait, on va juste, même si je vais certainement attrister mes amis de la crypto, aujourd'hui, la crypto, pour moi, c'est de la banque 2.0. C'est-à-dire, en fait, c'est juste, je mets un peu de technologie sur des concepts en disant que genre j'ai réinventé le concept, alors qu'en fait c'est juste que je l'ai digitalisé en utilisant une infrastructure qui s'appelle la blockchain. Je vais te donner un exemple très simple. Quand par exemple aujourd'hui tu mets en collatéral ta crypto pour te faire un prêt. Alors ça, très bien, c'est très moderne, ça peut aussi s'appeler du stacking. Spoiler alert, en 1600 et des brouettes, ça s'appelait un prêt lombard ou un nantissement ou de la mise en collatéral. Donc c'est des notions qui ont toujours existé. C'est juste que c'était accessible qu'aux très riches, qu'aux banques privées, qu'aux entreprises. Donc en fait, le grand public ne savait pas que ça existait. Mais si ces gens-là ont dans leur entourage des gens plutôt riches ou des grandes entreprises, ils peuvent leur poser la question. Je pense que ça fait des centaines d'années que les gens font du collatéral. C'est juste que c'est des notions qui ne sont pas forcément... Parce que dans la banque, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas accessibles au grand public. Ouais, bah, c'est je pense, l'un des gros points qui frémit dans le Web3. C'est, moi-même, j'étais conseiller en gestion de patrimoine. Il y a certains produits... En fait, on n'en parle même pas si la personne n'a pas la capacité, on ne va pas en parler à un client qui n'a pas les moyens de faire ce type de produit-là. Mais oui, mais l'erreur justement, c'est qu'en banque, on s'empêche de parler de produits en parlant de moyens, sauf que la plupart du temps, ton client ne te disclose pas tout ce qu'il a, pas forcément au début. Et en crypto, on s'est dit, on va faire le truc inverse. On imagine que toute la connaissance étant... disponible sur Internet, les gens vont se former. Donc on a laissé des gens aller s'encastrer dans le marché crypto en pensant faire de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, les gens qu'ils ont en face d'eux, c'est des fonds d'investissement crypto qui, eux, ont des moyens financiers gigantesques par rapport à ces gens-là, qui peuvent aller faire bouger des barrières, faire bouger des choses comme ça, qui l'ont déjà fait dans le marché des actions dans les années entre 2000 et 2010. Donc
ils utilisent les mêmes recettes qu'ils vont juste recycler dans le moyen de crypto. Et donc, c'est ça que je trouve hyper dangereux dans le monde crypto, c'est que le moyen aujourd'hui, quand tu ouvres tu vas acheter des actions, tu dois avoir un profil d'investisseur. Donc, tu dois dire, totalement. Est-ce que tu comprends quel est ton risque de perte, est-ce que ton capital est garanti et tout ça. En crypto, c'est pas ça. Tu dois au mieux donner ton identité et on vérifie pas ta connaissance du marché. Totalement. Et on pense que tu as compris. Et sauf que c'est pas parce qu'il y a 3 mecs qui, à un moment donné, ont fait 2 euros que tu vas être le 4e mec. Et d'ailleurs, si à la fin de la journée, on dit que même les très bons traders n'arrivent pas à outperformer le marché à long terme, je vois pas comment quelqu'un qui, sur son coin de table avec 2 écrans, va arriver à outperformer le marché, et encore moins des traders qui, eux, sont en train de rejouer des recettes qu'ils ont jouées il y a 10-15 ans. Ouais, ok. Donc, très clairement, on est sur un marché où, en fait, là, on pense être David contre Goliath, mais sauf qu'on n'est pas David du tout. On est juste des petits qui se battent contre des géants et qui se font écraser par des géants. C'est pire que ça parce que aujourd'hui, tous les intermédiaires s'enrichissent sauf la personne qui va acheter des cryptos. C'est-à-dire que l'exchange va s'enrichir puisqu'il va prendre une commission. La personne qui va garder ton crypto, la personne à qui tu vas acheter ton wallet va s'enrichir. Et en plus, les volumes des particuliers sont tellement ridicules par rapport à un fonds d'investissement qui en plus a un leverage, même un petit fonds d'investissement, on va dire à 50 millions. S'il a un leverage de 10, avec 500 millions, il fait bouger n'importe quoi. Je vais te prendre un exemple. Là, cet après-midi, on vient juste de voir que le Bitcoin a pris 10% en 10 minutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui, sur Twitter, a dit « Je pense que l'ETF Bitcoin de HR a été validé par la SEC. » Donc là, globalement, il y a quelqu'un qui avait des barrières certainement à 30, parce qu'on a vu que c'est passé au-dessus de 30 000, et qui a dû s'enrichir énormément. Sauf qu'en fait, la majorité des gens vont se dire, le temps qu'ils voient la nouvelle, qu'ils comprennent, vont commencer là à acheter en disant il faut être maintenant, là c'est maintenant le bull run. Sauf que là, la nouvelle, en fait, apparemment, ça a l'air d'être une fake news, parce qu'il n'y a pas pour l'instant de corroboration de BlackRock. Et pour le coup, la SEC l'annoncera en premier. Pour le coup, un gros investisseur comme BlackRock ne va jamais l'annoncer avant que la SEC le fasse. Parce que, un, ils savent qu'ils peuvent changer d'avis. Et deuxièmement, ça s'appelle un délit d'initié. C'est-à-dire que tous les gens qui, là, ont joué la hausse du Bitcoin sur cette news de Twitter, ils ont fait un délit d'initié. Alors, je vais rappeler un truc que les gens oublient. Un délit d'initié, c'est pas j'ai affaire à des informations un peu préférentielles parce que je parle aux gens seulement et donc je vais aller en prison. C'est pire que ça. Tout ce qui n'est pas publiquement available, c'est-à-dire que si tu le cherches sur Internet et que tu ne le trouves pas et qui n'est pas validé par une source, si tu utilises une information parce que tu as vu 2 mecs se rencontrer à une conférence crypto, parce que tu as vu quelqu'un sortir d'une banque, parce que tu as vu un mec avec une nouvelle Tesla et acheter une bague chez Tiffany qui dit « Ah, mais j'ai un super coup parce que mon projet va faire beaucoup d'argent », et que tu utilises cette information pour faire de l'argent, tu fais un délit d'initié. Oui, mais tu dis quoi ? Souvent, dans le marché crypto, on parle souvent du « buy the rumor, sell the news ». Au final, du coup, on est typiquement dans ça. Acheter la rumeur, c'est forcément voir un peu des... Oui, mais sauf que les gens n'ont pas compris, c'est que comme la rumeur se fait... Ouais. Et ben en fait, là, ça se trouve, il y a quelqu'un qui avait besoin de vendre ses bitcoins à 30K, qui a créé la rumeur et il s'est dit, tiens, tous les mecs de la crypto qui pensent qu'ils vont le marché vont se jeter dedans. Et tu vois, là, clairement, c'est l'exemple parfait qu'arrêter de croire la rumeur. À la fin de la journée, on fait peut-être moins d'argent, mais allez voir dans un bilan d'entreprise quels sont les actifs, ça rapporte toujours plus, je vais te raconter une anecdote qui va te faire sourire, que d'acheter la rumeur. Okay. En 2008, je suis à Hong Kong. Je me dis, tiens, je vais peut-être passer dans une banque américaine. J'ai une super offre de Bear Stearns pour être responsable de tout le middle en Asie. Et puis, mon père, qui est quelqu'un de old school, me dit, tiens, je vais aller voir le bilan. Mon père sort le bilan et me dit, n'y va pas, la boîte va faire faillite. On est en 2008. Donc, franchement, pour aller voir la faillite de Bear Stearns, personne ne l'a vu. Je lui dis, non mais attends, tu connais rien en finance. Il me dit, ouais, mais dans le bilan, là, il y a des lignes, j'ai pas confiance. Okay. 6 semaines plus tard, Bear Stearns fait faillite. À cause de ces lignes ou aussi à cause du marché qui s'est retourné global ? Ces lignes étaient la preuve que des choses dodgy se passaient. Ouais. Et après, l'ensemble des autres événements a fait que. Mais en fait, à la fin de la journée, le sell the rumor, ça marche que dans les films. Ça marche que dans Bishop. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Le Loup de Wall Street, ce n'est qu'un film. Ouais. Alors oui, il y a eu un mec qui a existé à un moment donné. Depuis, il y a eu 25 000 régulations qui fait que le seul endroit où ça peut se reproduire, c'est en crypto. Et Sam en est la parfaite démonstration. Ok, tu sais quoi, on va passer sur la deuxième partie. Allons-y. On va parler de Sam, c'est une transition parfaite. À tout de suite.
On est de retour. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner, mettre un like, mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Et on revient sur notre sujet. Du coup, on parlait de Sam Bankman-Fried. Là, actuellement, on est en plein milieu un peu de la tempête de son procès. La tempête dans un verre d'eau. Hein. Sam, c'est quelqu'un de mégalomane qui s'est dit qu'il... Alors ça fait très bizarre quand tu dis Sam, c'est pas... Alors Sam Bankman-Fried, son histoire, c'est quelqu'un qui fait des études assez classiques, qui va chez Jane Street, qui est un fonds assez connu aux États-Unis, qui peut-être se dit qu'il n'arrivera pas à top performer en tant que portfolio manager, et il se dit tiens, il y a un coup à faire dans la crypto. J'invente, mais ça m'étonnerait pas vraiment que ça soit ça l'histoire. Et là, il va lancer sa boîte crypto. Alors Sam, pour lui, qu'est-ce qu'il a ? C'est qu'il comprend très bien comment marche le marketing, où est-ce qu'il faut aller pour attirer des gens vers lui. Et donc, Sam va monter un truc qui n'est pas débile du tout. Il va se dire, il va un peu reproduire ce qui existe dans la banque d'investissement. Il va se dire, d'un côté, je vais créer un exchange, et d'un côté, je vais créer quelque chose qui va faire de la recherche un peu plus importante sur les différents projets crypto. Alors, dans le monde de la banque d'investissement, ça aujourd'hui, c'est 2 services qui sont complètement séparés. Il y a la partie recherche analytique et il y a la partie prime broker ou marché. Et ça, c'est vraiment des parties qui aujourd'hui ne se parlent pas pour justement ne pas bénéficier d'informations avantageuses pour leurs clients. Et bien Sam, il ne s'est pas dit qu'il allait retenir cette partie-là, non. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire comme la banque. Il s'est dit, tiens, je vais faire comme ça faisait avant. C'est-à-dire qu'ils vont se parler. Après, il a surtout fait semblant de ça parce qu'il a quand même fait 2 entités. Mais 2 entités qui sont dans la même maison, qui se parlent entre eux, donc forcément... Alors c'est là où on peut quand même se dire que les gens qui ont mis de l'argent chez FTX, je ne suis même pas sûr qu'ils aient fait l'effort d'avoir 2 boîtes postales différentes. Alors, pour info, un exchange qui est incorporé aux Bahamas, aujourd'hui, c'est un red flag pour moi. À l'époque, on va dire sans avis, parce que c'était le début de la crypto. Ce que je trouve hyper intéressant dans l'histoire de Sam, c'est qu'il nous a fait une compilation des plus gros scandales bancaires en une fois. C'est-à-dire qu'il a fait Enron, Subprime, un petit AIJ. Ok. Voilà. Donc c'est pas mal. Alors, donc on va prendre les différents éléments. Alors, le Enron, c'est je mélange les comptes en banque de mes clients, les comptes en banque de mes exchange et mon compte en banque. En fait, tout ça, c'est un gros compte en banque et je me sers comme j'ai un peu envie de faire. Voilà. La partie AIJ, c'est j'ai pas les fonds propres pour faire face aux appels de marge, donc je bouge des choses autour. Et donc, au bout d'un moment, j'ai plus l'argent. Donc... il y a un truc que j'avais bien... Si tu me corriges, hein, ce que j'avais compris, c'est ils ont leur token. Donc, c'était le FTT. Donc, ils ont leur token donc Alameda, l'autre boîte, achète. Ils font en sorte que le token prenne un peu de la valeur pour faire grossir plus ou moins la valeur de ça. Et en plus de cela, sur la base de la valeur de leur token, ils rempruntent de l'argent. Non, ça c'est à la fin. En fait, le pire, c'est que dès le début, ça à la rigueur, c'est leur pis-aller pour essayer de se sauver. Ok. Le problème de base, à la fin de la journée, c'est qu'à un moment donné, pour faire croire qu'ils avaient suffisamment de volume, qu'il se passait des choses, ils ont pris 10 milliards sur la balance sheet de leurs clients qu'ils ont utilisé pour eux. Sauf que, donc du coup, en fait, les gens mettaient de l'argent chez eux en se disant on est en tranquillité, voilà, on va mettre de l'argent, ils vont l'investir pour moi. En fait, cet argent, il était spéculé, ils achetaient une villa et des choses comme ça. Donc en fait, ils utilisaient cet argent pour leurs biens. Et après, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'ils ont fait 3 choses que je trouve formidables. Ils ont été capables de produire des bilans différents selon leurs interlocuteurs. Donc à un moment donné, quand il y a la faillite de Genesis, on leur demande le bilan de FTX et Alameda. Et donc Caroline Ellison, qui est la CEO de Alameda Research, a proposé 6 types de bilans différents à Sam, et savoir lequel il voulait donner. Alors, petite info, un jour quand vous voulez avoir accès à un bilan, demandez que ce soit un expert comptable qui vous l'envoie. Tu sais, c'est old school, mais normalement, ça devrait être le bon bilan. Et si la personne refuse qu'il y ait au moins l'expert comptable de la boîte dans la boucle, c'est pas bon signe. Voilà. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser le process Sam Bankman comme la to-do list de tout ce qu'il ne faut pas faire en crypto ou dans une banque d'ailleurs. Ça marche à peu près pour tout. Très bien. Donc voilà. Il y a une deuxième chose qu'il a fait, Sam,
c'est qu'ils voient déjà qu'il y a beaucoup de tokens où il n'y a pas vraiment de logique derrière, que les tokens ne valent pas grand-chose. Et là, il s'est dit, je vais les packager sous forme de super ETF ou super stratégie grâce à Alameda Research, un peu comme les crédits pourris aux États-Unis ont été packagés dans la cadre de la crise de subprime. Ouais, et je vais les revendre à des gens qui pensent acheter des produits très sophistiqués, qui sont en train juste de se faire refiler de la merde en barre. Et ce qui fait qu'eux, ils se disent, moi j'achète des produits sophistiqués, j'achète pas juste un token, j'achète un ETF synthétique de token qui vaut 0 en fait, qui va à la cave. Et donc ce monsieur, il est quand même très intelligent. Je pense qu'il a pris à l'insu de son plein gré tous les scandales de la finance et il les a fait version 2.0. Un apprentissage bien rapide pour le monde des cryptos, mais après, avec tout ça, le régulateur, est-ce qu'aujourd'hui, il a réellement un impact? Est-ce qu'il aide à ce que le marché grossisse, ou pour l'instant, là, avec ce qui est en train de se passer, il est juste en train de taper sur les doigts et après, il réfléchit à pourquoi il a tapé sur les doigts? Alors, moi, je trouve que c'est un peu facile de dire que c'est la faute du régulateur, tout ça. La plupart des players qui ont mis beaucoup d'argent sur des boîtes crypto, c'est des gens de l'ancien monde. Il faut quand même être très réaliste. Ils connaissent très bien la régulation qui existe dans les banques et ils ont voyé très bien que, cette régulation n'existait pas en crypto. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, ils avaient tellement d'argent qu'ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Donc, ils ont été là-dedans. Il n'y avait pas aussi le FOMO peut-être. En plus du FOMO, il ne faut pas oublier qu'entre 2017 et 2022, l'argent ne valait rien. Donc en fait, le seul moyen de faire des beaux multiples et d'avoir un beau TRI quand tu es un fonds, c'est d'avoir un truc qui fasse x100. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus intéressant de mettre son argent en privé de dette à 12 ou 13%, backé par du collatéral réel, c'est pas juste un token qui vaut rien, juste une carte NVDU, une maison, je sais pas moi, des champs de blé, voilà, toi c'est des trucs réels que tu peux vraiment prendre, que d'aller mettre de l'argent dans une start-up. Donc aujourd'hui, typiquement, je pense que cette boîte n'arriverait jamais à lever, parce qu'aujourd'hui on serait beaucoup plus difficile. À l'époque, on ne demandait pas c'était quoi ton business model pour être positif, on demandait est-ce que j'ai de la chance de faire beaucoup d'argent. Si tu répondais oui, on disait allez, dans le doute on y va. Okay. Et donc, d'ailleurs, je connais plusieurs acteurs qui sont rentrés sur FTX et qui sont sortis 1 an avant le drame. Parce qu'à un moment donné, ils se sont dit « too good to be true ». Okay. Il y a trop de choses qui commençaient à décorréler de la finance traditionnelle. Et sauf que quand on atteint une certaine taille de marché, on ne peut plus jouer comme on joue à la marelle, comme on joue à la marchande. Et c'est ça. Mais du coup, là, avec ce qui s'est passé, tu penses qu'on est prêt, on ne va pas avoir d'autres problèmes de ce genre, ou il y a encore d'autres... projets ou sujets de ce genre qui peuvent passer entre les mailles du filet? Alors pour moi, le grand problème du marché crypto, et je ne vais pas me faire des amis, c'est qu'aujourd'hui, une boîte, au lieu de se dire j'ai un super produit, comment je le monétise, comment je le rentabilise, elle se dit bon, comme moi j'ai pas envie de faire un IPO un jour, ça me saoule, c'est trop compliqué, je vais faire un ICO, je vais lancer mon petit token avec une tokenomics bien claquée au sol. Je pense qu'on a tous passé beaucoup de temps sur le tokenomics. Déjà, le tokenomics aujourd'hui de l'euro et du dollar, c'est pas clair. Alors le tokenomics d'un projet crypto, n'en parlons pas. En fait, il faut mettre des mots très compliqués ou des mots très simples. Bref, ça passe. Sur un malentendu, à ce moment, ça passe. Et donc, ils se sont dit, on va lever de l'argent et le token va magiquement monter. Sauf que pour que le token monte, à la fin, c'est quand même les parts d'une boîte. Si la boîte n'est pas rentable, le token ne peut pas monter. T'as beau faire tout ce que tu veux en tokenomics, à la fin de la journée, les gens rémunèrent la valeur. Donc aujourd'hui... moi, je crois dans les boîtes crypto qui ne sortent pas de token. Pour moi, c'est une preuve d'intelligence, c'est une preuve de maturité sur un marché. C'est de se dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de sortir un token, c'est pas la bonne façon de faire. Peut-être que le jour où je veux rentrer en bourse, à ce moment-là, je lance un ICO. Mais sortir un token aujourd'hui avec toute la mauvaise presse qu'il y a sur un token, ça a peu d'intérêt. Alors, il y a quelques gemmes, mais franchement, j'y crois pas vraiment au long terme. Donc, franchement... pour moi, mais un token, dans toutes ces formes, par exemple, il y a des utility tokens, il y a des tokens de gouvernance, il y a différents types de tokens qui sortent. Oui, c'est pas des tokens pour laver de l'argent. Okay. C'est des tokens qui ont une utilité. C'est-à-dire que tu payes un service. Donc là, on parle vraiment des security tokens, là. Exactement. Ok. Mais par exemple, tu vois, moi, j'ai déjà acheté des tokens qui me donnent le droit de participer à un événement. On va prendre un exemple très simple d'un token qu'on oublie, le NFT. C'est ça. Le fameux singe, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un country club 2.0. C'est juste aujourd'hui, voilà... avant, tu montrais que tu avais une Porsche ou une Ferrari, mais bon, c'est difficile de montrer une Ferrari sur Instagram une fois que tu l'as pris en photo. Une fois, deux fois, 3 fois. C'est compliqué, tu vois. Et même sur LinkedIn, on va dire. C'est pas forcément... surtout, toi, il faut l'emmener aux différents points pour être vu et tout ça. Alors qu'un ape, tu changes ta photo de profil. Et après, ce qui est intéressant dans ces clubs, finalement, c'est que c'est des clubs d'influence où les gens se rencontrent et ont des intérêts communs.
Et moi, je suis dans d'autres clubs qui ne sont pas les Ape, où j'ai rencontré des gens très intéressants. C'est une façon de dire j'appartiens à une communauté, tu vois. Il y a un aspect social, il y a un aspect preuve sociale qui est très important. Comme Sorar qui est le Panini 2.0 à la fin de la journée, où ils se sont dit, moi avant j'achetais les photos, les petites vignettes Panini d'Aladin, je sais, je n'aimais pas le foot, c'est la vie. Et donc je faisais des échanges avec mes copains à l'école. Ouais. Et là aujourd'hui, mon filleul qui a 7 ans, lui, il a des cartes Pokémon, mais les vraies. Il a récupéré les cartes Pokémon de son père. Et je peux t'assurer que dans 10 ans, ça sera des cartes Sorar qu'il aura. Mais bien sûr, c'est une évidence. Ouais. Parce que c'est beaucoup plus facile à trouver, et puis tu les écornes moins, ça coûte moins cher. Mais voilà, mais blague à part, il y a plein... moi, ce que je pense qui restera pas en crypto, c'est tous les projets basés sur mon tokenomics va monter même sans avoir un business model rentable. Ouais. Ça, j'y crois pas. En quoi je crois, c'est toute la digitalisation de l'économie. Ok. Alors, en banque, il y a eu un petit mouvement qu'on a oublié. C'est qu'à un moment donné, par exemple, si on prend le trade financing, autrefois, on avait une lettre de créance qui partait avec le produit et qu'on envoyait à la personne quand elle arrivait. Elle savait qu'elle devait donc payer la personne. Ouais. Après, c'est devenu aujourd'hui des lettres de crédit digitalisées, c'est-à-dire que c'est un PDF que tu peux envoyer par mail. On n'est quand même pas non plus sur le gros digital. Et on peut imaginer que la troisième version de ça, c'est te dire, je fais un smart contract sur une blockchain privée ou publique, c'est pas vraiment le sujet, qui fait que lorsque la personne va me mettre le code à la livraison, ça va déclencher automatiquement le paiement des différents produits. Je vais donner un autre exemple. Dans le monde de la bourse, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on s'est permis d'acheter et de vendre plus des actions ? C'est qu'on a lancé le DVP, Delivery versus Payment. C'est-à-dire que la personne, pour recevoir ses actions, l'argent devait être bloqué en face. Ouais. Et le jour où on fera ça sur la crypto, c'est-à-dire on sera capable de payer avec un stablecoin, USDT par exemple, un produit qui fait que ça bloque la somme. Aujourd'hui, c'est ça le gros enjeu dans tous les exchanges, c'est comment je bloque la somme de collatéral chez un acteur de confiance qui ne va pas se péter la gueule et qui permet d'acheter de l'argent sur les marchés, mais je veux pas le donner à Sam, toi, mon collatéral. Je veux le donner à un mec dont j'ai confiance. Ouais. Et donc le jour... Mais comment on l'a créé cette confiance ? Il faut prendre des acteurs qui sont pas rigolos, qui ont des règles assez strictes. Je vais donner un exemple. Moi, comme je conseille à un client crypto qui me dit, oui, voilà, moi j'ai fait ma demande de wallet et je voudrais me lancer sur le marché. Alors je lui dis déjà, c'est pas toi qui va... T'as ton wallet, mais c'est pas le service que tu vas vendre d'abord. Tu vas demander à un prestataire et tu vas lui mettre des règles très dures. C'est-à-dire, tu lui dis, on met un KYC au premier euro. Quel est l'intérêt du KYC au premier euro ? D'avoir l'identité de la personne, son numéro de téléphone et par exemple son mail. C'est que... il y a une petite banque, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui s'appelle Nickel, qui a été rachetée par BNP Paribas, qui avait un KYC à l'époque plutôt léger, puisque le but, c'était d'aller chez le buraliste et d'avoir une carte aux gens non bancarisés, de pouvoir se bancariser, parce que soit ils ne voulaient pas montrer leur pièce d'identité ou des choses comme ça. Sauf que le jour où Nickel est venu dans le giron de BNP, là, ils ont eu les mêmes obligations que les autres clients BNP. Et comment tu fais pour obtenir l'identité de quelqu'un dont tu n'as aucune information réel, c'est-à-dire qu'il a pu te donner un mail qu'il a créé sur Gmail, un numéro de téléphone qui a un OP, et donc en plus, non seulement tu ne peux pas valider son identité, mais en plus tu ne peux même pas lui rendre son argent, parce que tu ne sais pas qu'il existe. Donc tu vas le donner au mieux à la caisse de dépôt. Et donc du coup, la CPR a déjà mis quelques amendes à BNP Paribas parce qu'ils sont en difficulté de re-KYCiser tous ses clients. Okay. Et donc ce que je dis toujours à mes clients crypto, c'est mettez le KYC au premier euro et mettez des règles complètement arbitraires, genre s'il pleut, j'ai le droit de refaire tous les KYC. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça soit... Aujourd'hui, vous ne connaissez pas les règles du marché. Et puis en plus, vous voulez des clients qui restent longtemps. Est-ce que tu as envie de quelqu'un qui vient prendre le truc de parrainage, donc ça te coûte de l'argent d'acquisition, et qui après s'en va ? Ah, mais il y a des économies qui sont sur ça. Il y a des personnes qui... Mais est-ce que donc ça, c'est possible sans une régulation claire, d'avoir ce type de confiance ? Parce que moi, je me rappelle quand, au tout début dans les cryptos, entre 2017 et 2020, il y avait cette grande question sur... Comment il faut réguler ? Est-ce qu'il faut réguler ? Le fait de réguler va ralentir le marché crypto. Moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Oh non, mais le fait de le réguler, ça va ralentir. Il faut absolument qu'on laisse le marché grandir. » Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais tort parce que la régulation du marché a permis à ce qu'il y ait plus de confiance, plus de capitaux, plus de moyens. Et au final, on est allé même plus vite, je pense, avec ces capitaux-là que sans. Du coup, ma question, c'est vraiment... Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation, elle va arriver ? Et est-ce que sans cette régulation, on peut réellement avoir de la confiance ? Pour moi, c'est là aujourd'hui où les acteurs crypto devraient montrer qu'ils sont devenus matures. Ils devraient regarder ce qui, dans la régulation bancaire, est bon à garder.
Et il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne sont pas forcément logiques, qui sont très, très compliquées. Et il faut arrêter de se dire que la beauté... Alors, je ne vais pas faire plaisir aux gens, mais la beauté de la crypto, c'est le fameux pseudonymat. C'est le principe de se dire... voilà, à un moment donné, je suis un numéro, une adresse imbitable sur Internet et donc on ne sait pas ce que je possède. Alors, mauvaise nouvelle. On sait ce que tu possèdes, mais on ne sait pas si c'est toi qui le possèdes. Oui, sauf que la mauvaise nouvelle de cette affaire, c'est qu'à un moment donné, on a tous fait les malins en publiant soit un NFT qu'on a acheté, soit une œuvre d'art, soit on a été à un événement et on a pris un proof of attendance, ou un POA, soit on a été télécharger un truc dans un lieu sur un QR code. Alors quand on a eu de chance, on a pris le POC. Quand on n'a pas eu de chance, c'était un scam qui nous a siphonné tout notre portefeuille. Donc voilà. Et donc à un moment donné, aujourd'hui, c'est quasiment impossible pour l'ensemble des acteurs de la crypto d'être anonyme. Et ce qui est hyper dangereux, c'est qu'une fois qu'on a découvert une de tes identités, on découvre l'identité de tous tes amis, de tous les business où tu as été. Imagine-toi, si tu es advisor sur un projet, on découvre ton compte, un de tes comptes. Et là, on va voir tous les virements. On va donc découvrir le compte de ce projet. Et à qui d'autre il a eu comme advisor. Et après, en fait, aujourd'hui, il y a des boîtes on-chain qui sont capables de donner l'ensemble d'un patrimoine d'une personne. Et pour moi, c'est hyper dangereux parce que, tu peux extrapoler, si la personne a tant % de crypto, tu peux extrapoler ce qu'elle a à côté. Personnellement, moi, j'ai pas de crypto ou quasiment plus. J'ai pas envie que quelqu'un, à un moment donné, parce que j'ai fait le malin en 2022 à montrer un World of Woman, se pointe avec un pistolet chez moi. Et c'est pour ça que pour moi, le modèle de Tornado Cash était intéressant. Parce qu'aujourd'hui, là, si jamais il y avait un bull run dans le monde magique des licornes, allez, soyons fous. On va y arriver sur ça. Voilà, je sais que tu veux y aller. Et ben, les gens, ceux qui ont des bitcoins et des Ethereum, on va prendre les deux premières, n'ont pas forcément envie que les gens savent qu'ils ont des bitcoins et des Ethereum. Ouais. Donc c'est maintenant le moment où tu as envie, un peu, pas de cacher sous le tapis, mais que seul l'État sache que tu possèdes, pas que ton voisin puisse s'en douter, tu vois. Et donc, tu n'as pas 36 solutions, soit tu le mets dans un exchange, voilà. Mais bon, certains se disent oui, mais l'exchange, j'ai pas confiance. Je peux l'entendre. Soit tu te dis, bon, bah, je vais utiliser Tornado Cash. Parce que normalement, ça te anonymise tes sommes. Et c'est moi là l'erreur de Tornado Cash. Moi, je trouve qu'il faudrait un produit aujourd'hui qui fasse un Tornado Cash légal. C'est-à-dire un produit où en fait, le grand public, c'est comme Tornado Cash, ne voit pas la source et où ça va, mais les gouvernements et par exemple l'AMF, l'IRS aux États-Unis peuvent voir toutes les transactions, toi, comme si c'était crypté et que finalement en face, eux ils avaient la clé de décryptage, l'AMF, et tout ça. Et toi, ça pour moi, je pense que c'est un produit qui a un vrai potentiel parce que personnellement, aujourd'hui c'est très dangereux. Moi j'ai pas envie de mettre combien de bitcoin je possède, surtout que c'est tellement ridicule que vous seriez déçus. Voilà. Mais toi, et en fait, aujourd'hui, on a tous fait cette erreur de se dire que c'était pseudonymat, et ce qu'on a retenu dans le mot pseudonymat, c'était anonymat. De la même manière que quand tu fais un Pinel, le mot que tu te souviens, c'est une réduction fiscale, alors qu'à la fin, c'est surtout un investissement locatif. C'est ça, totalement. Voilà. Et c'est la même histoire. Donc en fait, à un moment donné, je pense que là, maintenant, il faut des acteurs qui ne soient pas très drôles, qui ne te promettent pas des rendements fous, mais qui aient des produits solides, parce qu'il y a un vrai marché. Parce que si tu te dis que tu digitalises l'économie, tu vas mettre où ? Par exemple, moi, j'ai de l'immobilier aux États-Unis, j'aimerais bien le digitaliser, et j'aimerais bien pouvoir le mettre dans un wallet. Et donc, à la fin, j'aurais toujours besoin d'un wallet. Totalement. Sauf que j'aurais pas le token Stephen. Voilà. Oui, on va plus me payer pour marcher. Bah oui, voilà, le sport, c'est gratuit. Voilà, on m'a jamais payé pour marcher, mais voilà, tu vois l'idée. Non, je vois très bien. Mais du coup, là, tu as parlé par exemple de tokenisation des titres. Moi, je pense quand même, on l'a vu, le marché a toujours eu un peu ce cycle. Je pense qu'il y a quand même un autre bull run qui arrive. En tout cas, un marché le marché va être beaucoup plus dynamique. Toi, tu as un avis contraire. Du coup, moi, je dis juste que je suis pas Madame Irma. Là, il y a trop de choses qui n'ont plus vraiment de sens qui se passent aujourd'hui d'un point de vue économique. Donc là, franchement, celui qui est capable de faire une prévision déjà sur l'économie en général, il est très fort. Là, quand même, il faut rappeler que la BCE vient mettre en place un big data pour essayer de comprendre En fait, aujourd'hui, on change tellement de politique économique, on n'a même pas le temps de mesurer ses effets. Et puis, il nous arrive plein d'événements qui fait que tout le bouc de logique qu'on avait avant n'a plus vraiment de sens. Là, typiquement, on est dans un monde que moi, j'ai bien connu quand j'étais jeune, qui était les taux d'intérêt ne sont pas gratuits. Toi, typiquement. Et là, aujourd'hui, ça,
tous ceux qui ont été sur les cryptos, ils n'ont pas connu ça, donc ça les choque. Ils se disent, non mais comment ça se fait que l'argent soit si cher ? Moi j'ai connu les taux négatifs en Chine en 2008. C'est-à-dire que ça coûtait plus cher à mon trader de trésorerie de laisser de l'argent sur le compte chinois que de l'investir dans n'importe quoi pour la nuit. Parce qu'on était à des taux de 9% négatifs, c'est-à-dire que il fallait vraiment pas laisser l'argent. Ok, c'est incroyable. Et là, typiquement, en Europe, on était à un moment donné quasiment à des taux négatifs, mais les banques ne nous ont pas demandé de payer ce que ça leur coûtait. Donc voilà, mais ça, moi j'ai connu différents types de cours de taux. Donc là, franchement, aller te dire qu'il y aura un bull run sur les cryptos. Alors d'abord, les cryptos, lesquels vont survivre ? Que des boîtes crypto fassent des bonnes valorisations quand elles ont un fondamental solide, pas de problème. Après, il y aura toujours des petits trucs NFT qui vont faire, mais juste parce qu'il y a 2-3 mecs qui lancent un scam de grande taille. Et voilà, il n'y a aucun projet crypto là dans les 12 derniers mois qui avait un vrai fondamental. Si tu te souviens de Greuf, ça valait rien du tout. PP, ça va à la cave. Tous les produits qui ont été lancés, ça vaut zéro. C'est juste des mecs qui ont fait de la thune précédemment. Donc là, ils peuvent se permettre d'enclencher une pompe. Et après, ils attendent que le grand public, qui est un petit peu innocent, qui donc croit sentir une rumeur, se lance dedans. Et là, ils vendent tout. Ok, mais du coup, on avait déjà parlé un peu de ça. Le grand public, c'est toujours, tu l'avais dit un peu au début tout à l'heure, c'est toujours lui entre guillemets le grand perdant. C'est tous les intermédiaires sont payés, mais lui à la fin il s'y retrouve pas. Alors je vais dire la même chose que je dis toujours, hein. À un moment donné il faut s'éduquer, il faut se former. La différence de la crypto, c'est qu'on vous pose pas des questions au départ et donc vous pensez que vous comprenez. Je vais vous faire une anecdote qui va vous faire sourire. Voilà. Pourquoi j'ai aussi pas fait trader ? Parce que trader, c'est pas je pense que l'action va monter. Ça fait très longtemps que ce n'est plus ça. C'est j'ai un modèle mathématique qui me dit de faire des actions pour hedger mon produit financier. Et donc, pour la petite anecdote, quand j'étais en Asie, j'avais un de mes traders qui s'occupait du marché australien. Il me donnait à l'époque, maintenant il y a prescription, j'avais un budget de 10 000 AUD à investir par jour. 10 000 AUD, c'est petit. Hein. Et globalement, il prenait exactement les décisions opposées à ce que je faisais et il faisait un peu d'argent. Donc, ça veut vraiment dire, parce que lui, en fait, il n'était pas dans le prisme de « je crois que j'ai lu ça ». Il était dans « je regarde mon modèle et je fais quoi ?» Donc c'est pour vous dire qu'en fait, à la fin de la journée, si vraiment vous voulez faire de l'argent sur de l'analyse qualitative, il faut avoir un chief économiste qui est plus payé que le trader. Il faut peut-être 25 ou 30 analystes qui savent lire des bilans dans le dur. Ouais, mais et c'est à différencier. Sauf que le grand public, il a une seule personne avec Internet, 2-3 rumeurs, croiser 2 personnes au café et se dire « je pense que j'ai l'information ». Sauf que même si vous aviez la bonne information, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez des gens en face qui vont toucher le marché avant vous. Donc même avec la bonne information, vous allez perdre. Je vais vous donner une deuxième anecdote, ça va vous faire sourire. Dans les années 2010, il y avait une battle pour atteindre le plus vite le carnet d'ordre. Donc à un moment donné, on s'est dit on va mettre des fibres pour aller plus vite. Et ce qui était comique, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit d'accord, les fibres ça va vite, mais comment aller plus vite ? C'est les ondes. Et donc là, il y a des boîtes qui ont commencé à acheter des terrains d'herbe à vache à Boston, à côté de l'endroit où étaient les serveurs des exchanges. Et ils ont mis des paraboles pour essayer d'aller taper le marché plus vite avec des ondes. Ok. Donc, vous n'allez jamais gagner contre ces mecs-là. Ouais. Donc, en fait, arrêtez, achetez une crypto si vous y croyez, si vous avez une trade. Mais faites pas du trading, voilà, c'est un métier. C'est ça le point. Déjà, on différencie investissement de trading. Le trading, c'est vraiment le fait de le faire au day-to-day. Et l'investissement, c'est plus le long terme. Et surtout, sur les réseaux. Aujourd'hui, ça pullule. Il y en a, on tape dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. Nos fameux amis, les chartristes. Ceux qui... est-ce qu'aujourd'hui... On a déjà, est-ce que le chartriste, ça existe ? Toi, tu as fait ça en salle de marché. Est-ce que ça fonctionne réellement ? Ça fait longtemps que je ne le vois plus, le chartriste. Ok, très bien. Aujourd'hui, c'est des modèles mathématiques. En fait, à un moment donné, il faut arrêter. C'est de la haute fréquence. C'est j'arbitre le marché. En fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont en crypto, ils utilisent toutes les recettes qu'on utilisait avant sur les actions entre les années 2010 et 2020. Donc en fait, c'est de la high frequency, c'est de la recherche d'alpha, bêta, c'est par exemple la corrélation, si le Bitcoin monte, le PAXJ descend et l'automobile, voilà. Donc en fait, à un moment donné, on n'a pas les moyens de faire face à ces gens-là. N'essayons pas de suivre le train parce que ça marche rarement. Moi, je vous dis, si vous voulez acheter du Bitcoin, si c'est votre délire, achetez-en un pour comprendre comment ça marche. Voilà, mais vous achèterez un tout petit bout de Bitcoin. Et voilà, mais à la fin de la journée, quand on investit, on doit diversifier son portefeuille. Il ne faut jamais arrêter de penser qu'on est meilleur que soi. Et si on a une super rumeur, à la fin, on fait un délit d'initié. Donc oui, alors si vous êtes tout petit, il ne va rien vous arriver d'un côté de la loi.
Mais bon, généralement, vous allez vous en vanter, donc ça a peu d'intérêt. Donc arrêtez d'y aller. Soit vous avez une conviction sur une boîte, genre j'adore Ledger, donc j'y crois, donc je vais investir dans sa boîte. Soit pour moi, le Bitcoin, c'est trop compliqué. D'ouvrir un wallet, je comprends rien. Le jour où un ETF Bitcoin existera, et ben, j'achèterai un ETF Bitcoin parce que du coup, ça sera par exemple BlackRock ou Lyxor qui va se gérer toute la partie paperasse, c'est-à-dire le mettre dans un vault, faire le produit, le management et tout ça. À la fin de la journée, les intermédiaires financiers, c'est pas que des gens qui sont là pour vous prendre de l'argent. Quand un intermédiaire financier vous dit que vous reprenez le pouvoir, généralement c'est lui qui se fait de l'argent. Et je vais terminer avec une dernière anecdote. Aujourd'hui, le business model de certaines boîtes que je nommerai pas, qui vous proposent d'acheter des actions dans le cadre d'un CFD. Leur business model, c'est que eux se font rémunérer chacun des ordres par deux grosses boîtes qui en fait, comme ça, récupèrent des carnets d'ordre gigantesques. Et non seulement ces boîtes-là récupèrent à peu près la profondeur du marché, mais deuxièmement, elles vous donnent les pires prix du marché. C'est-à-dire que quand on achète des actions, le spread, c'est entre quelle borne vous achetez. Et là, le spread, c'est le pire du marché. Il y a un papier de professeurs d'Harvard qui expliquait qu'ils avaient testé ce genre de prestataire et qu'à la fin, ils perdaient beaucoup d'argent parce que le spread étant juste gigantesque, en plus, comme tu fais 10 € par semaine, à la fin, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, à la fin de la journée, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, c'est exactement ce que je le répète tout le temps. Moi j'adore, moi je suis toujours dans une banque traditionnelle. Ça me coûte de l'argent tous les mois, mais du coup quand ça vous coûte de l'argent, vous pouvez être exigeant. Et bah oui, peut-être mais que... ça nous enlève en fait l'utopie. Il y a aussi l'utopie de la blockchain qui est la décentralisation permet d'enlever les intermédiaires. Mais en réalité, on n'enlève pas les intermédiaires. Bah non, tu rajoutes des layers d'eau. Ok. Bah, par exemple, typiquement sur la blockchain Ethereum, qu'est-ce que tu as rajouté ? Tu as juste rajouté, à partir du moment où la gestion des fees a été de brûler le basis, tu n'as plus donné d'aucun intérêt aux gens de développer la scalabilité et l'avabilité dans la blockchain Ethereum. Donc en fait, pour moi, l'erreur de Vitalik, c'est de se dire, comme je viens d'un pays la Russie, je ne veux pas que ce soit contrôlé par l'État. En bloquant ce truc, en brûlant le basis, ça va motiver les gens. Qu'est-ce que ça fait ? Les gens, ils sont feignants. Ils se sont dit, on va développer des layers 2. Du coup, on a combien de layers 2 différents sur Ethereum ? Un nombre hallucinant. À un moment donné où les gens comprendront que c'est pas le bon débat, et que le bon débat, c'est de bosser sur la scalabilité et l'avabilité de l'Ethereum, on n'aura plus besoin de ces layers. On fera tout sur Ethereum. On arrêtera de multiplier. Parce que là, on multiplie les intermédiaires. Mais c'est ce que je vois en fait dans le monde de la blockchain, c'est que on promouvoir le côté c'est décentralisé, il y a de moins en moins de trucs, mais en fait chaque fois qu'il y a un projet qui sort, c'est toujours juste un intermédiaire supplémentaire, quelqu'un qui se met dessus, et la réalité c'est que l'être humain n'est pas forcément fait ou ne veut pas forcément avoir le contrôle de tout. Il n'a pas la capacité d'avoir le contrôle de tout son... Après, il y a des choses sympas dans la décentralisation qu'il faut quand même voir. On va parler d'un exemple très concret. Aujourd'hui, quand c'est un banking holiday aux US, quand tu bosses en back-office, en middle-office, tu sais globalement que tu ne vas pas faire de virement ce jour-là. Donc, si tu dois passer par le dollar, c'est mort. Et donc, globalement, tout le marché est bloqué. Et je vais te donner une anecdote qui va te faire sourire. En 2008, c'est Lehman. Moi, je suis en Asie en salle de marché. Et donc, on apprend la nouvelle le lundi matin en arrivant au boulot. C'est un banking holiday en Asie, donc on sait globalement que tout le monde va vendre ses positions le mardi matin. Moi, avec mon équipe et les traders, on se dit, d'accord, on va tous être retrouvés ensemble sur le marché, sauf qu'en face, on a Goldman, on a JP, donc eux, ils ont des puissances sur le marché gigantesques. On va se faire d'étaler comme Kerviel, quand ils ont vendu les futurs, a perdu beaucoup d'argent. C'était général. Donc là, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait essayer de liquider certaines positions le lundi, sachant que le marché est fermé. Et alors là, c'est la beauté de la finance, c'est que tu as deux solutions. Soit tu vends directement l'actif, soit tu vends l'actif en créant un actif plus grand, moins un autre actif, qui fait que ça te reste cet actif-là à la fin. Ok. Donc tu fais un puzzle, en fait. On est de retour. Et alors, j'ai perdu un peu le... J'avais perdu un peu le fil, je sais plus où. Alors on va commencer par une petite anecdote sur Sam. Ouais. Ce que j'adore chez Sam, c'est qu'il ne doute pas de lui. Ok. Donc vous savez aujourd'hui sur les sites, vos exchanges préférés ou vos prime brokers préférés qui vous disent qu'il y a tant d'argent qui sont garantis. Okay. Alors il y a ceux qui sont un peu wild et qui vous donnent le nom de l'association qui garantit ce montant. Mais chez FTX, ils ont trouvé une formule assez simple pour donner les fonds garantis.
Alors attention, vous êtes bien assis. Donc vous prenez un nombre random, vous le multipliez par 7500. Pourquoi 7500 ? Et pourquoi pas, je te dirais. Tu multiplies par le volume du jour et tu le divises par 1 milliard et ça fait donc la somme qui est garantie sur FTX. Personnellement, je trouve que cette formule a du génie parce que ça prouve à quel point il n'en avait rien à faire de garantir les fonds. Et donc du coup, pourquoi je prends cet exemple ? Typiquement, si vous allez dans un exchange et qu'ils vous disent qu'il y a un montant de fonds garanti, regardez si au moins il y a une tierce personne qui dit que c'est vrai que ce montant est garanti. Je ne vous dis pas que ça veut dire qu'il est vraiment garanti, mais ça veut dire qu'il y a au moins une deuxième personne qui a été regarder ce chiffre. Voilà. Moi, je vous conseille de prendre l'affaire FTX comme le meilleur guidebook pour mettre en place des contrôles dans votre business sur toutes les erreurs de débutants à ne pas faire ou à ne pas refaire. Alors oui, c'est pas toujours très drôle, vous allez mettre en place des contrôles. T'en as 2-3 à nous citer ? Quand vous demandez, par exemple, j'ai dit un rapport comptable, que ça soit envoyé soit par un comptable ou que le comptable au moins soit en copie, voilà. Regardez quand vous avez des entreprises qui sont des activités très similaires, que leur boîte postale ne soit pas au même endroit. Chose assez simple. De regarder qui sont quand on a accès à cette information, qui sont les investisseurs d'une société. Et si des gens un peu old school s'en vont, c'est pas bon signe. D'accord. Voilà. Que si jamais vous mettez de l'argent dans un exchange crypto et qu'il n'y a pas de KYC, c'est pas bon signe non plus. Franchement, moi, si on me demande, moi par exemple, j'utilise beaucoup un prestataire crypto, et quand le marché va pas bien, il diminue les intérêts de stacking. Moi, j'adore, c'est une super bonne nouvelle. C'est-à-dire que la personne anticipe le fait qu'il va avoir moins de rendement sur son stacking, donc il me le répercute tout de suite. Il se pose pas de questions, et ça peut être genre du jour au lendemain. Moi, je trouve ça très sain. Alors oui, je fais certainement beaucoup moins d'argent que les gens qui sont sur d'autres exchanges. Mais à la fin de la journée, cet exchange n'a été dans aucun procès, aucun scandale. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu dis ? Parce que là, aujourd'hui, ceux qui vont écouter le podcast, tous ceux qui avaient des doutes sur le marché, il y en a beaucoup qui vont dire « Oui, je l'avais dit ». Là tu as rempli un chargeur de balles pour tirer plus ou moins sur des acteurs du Web3. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommandes de rentrer dans le monde des cryptos ou pas du tout pour l'instant ? Je vous recommande de rentrer dans le monde des cryptos, mais pas pour faire du trading, pas pour gagner de l'argent, parce que c'est un produit auquel vous croyez, parce que vous pensez que la digitalisation de l'économie va arriver, d'en rentrer dans des acteurs sérieux qui vous vendent pas du rêve, qui font pas du x10, x100, des gens qui font de l'infrastructure, c'est-à-dire des wallets, des KYC, des contrôles, du stablecoin, qui ont des règles pas très drôles, qui ne vendent pas du rêve en fait. Des gens, en fait, à la fin de la journée, il faut jamais oublier que dans toutes les révolutions bancaires industrielles, la personne qui fait de l'argent, c'est celle qui fabrique les pioches. Alors on va aller très simple. Dans la ruée sur l'or, c'est celui qui a fait les pioches. Dans la ruée vers les GAFAM, c'est celui qui a vendu, donc par Internet, c'est celui qui a vendu les pubs, c'est-à-dire Amazon, Facebook, Google. Voilà, c'est ça. C'est eux qui ont fait l'argent à la fin de la journée, parce qu'ils ont vendu à tout le monde. Dans la ruée sur le Web3, ceux qui ont l'air de s'en sortir, c'est les infrastructures. C'est-à-dire, même un Forge qui sort d'un stablecoin qui, oui, nous fait pas rêver la nuit parce qu'il y a beaucoup de règles, à la fin de la journée, il est toujours vivant, Forge. Oui, il vend pas du rêve, mais il fait du business avec des gens qui ont de l'argent. Et tu penses donc... Et même chose dans l'IA, quel est celui qui fait les pioches ? C'est celui qui fait les puces. Donc arrêtez de vouloir vous dire, oui, moi je vais investir sur le meilleur mec de l'IA. Vous n'êtes pas Anderson, vous n'avez pas 1 milliard à mettre. Donc à un moment donné, je sais, on ne fait pas beaucoup d'argent, mais soyez safe. Donc plutôt avoir un portefeuille bon père de famille, entre guillemets, c'est ça ? Bonne mère de famille, je dirais plutôt. Parce que pour le coup, le bon père de famille, il aime faire des coups d'éclat. C'est pour ça que ça se termine mal, généralement. Alors que la bonne mère de famille, à la fin de la journée, elle dit, qu'est-ce que je mets sur la table de mon mari et de mes enfants pour qu'on puisse manger, toi ? Elle va acheter une poule plutôt qu'un coq. Parce qu'un coq, ça sert à rien. Une poule, ça pond des œufs. Voilà. Ok, formidable. Et elle va acheter la Kangoo au lieu de la Ferrari. Même idée. Ok, forcément. J'ai perdu le fil. J'avais une autre question, mais j'ai perdu le fil. Du coup, on va plutôt partir sur... Au final, là, tu nous as parlé un peu de ton best event de SBF, ou t'as encore... Parce que là, vu qu'on est en plein dans... Je pense que ça sera sans fin, parce que moi, j'avoue que de voir des brefs comme Sam ne peut pas se défendre parce qu'il n'a pas assez d'adéral, ça me fait sourire, en fait. Et d'ailleurs, ce qui est même navrant, c'est qu'en fait, on voit à quel point il a été embarqué dans son histoire, c'est qu'il n'a pas vraiment de défense. Il n'a même pas de défense. Et aujourd'hui, dans ce procès, qu'est-ce qui fait le plus d'argent ? C'est les avocats qui défendent les intérêts
des différents actionnaires de FTX. Il y a une deuxième chose par contre qu'il faut regarder qui pour moi me fait beaucoup plus peur que le procès de FTX en soi. C'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, FTX va récupérer certains de ces tokens et va donc devoir les liquider pour rembourser le petit actionnaire de FTX qui a tout perdu. Sauf que les sommes des tokens qu'ils vont récupérer ne sont pas du tout petites sur la taille du marché. On va donner un exemple. FTX était quand même un projet très proche de Solana. Ouais. Et donc si aujourd'hui quelqu'un liquide tous les Solana que FTX a, ça va beaucoup faire perdre le marché. Je t'enverrai un article qui explique ça très bien. Et là, moi, ce qui me rassure, c'est que les gens qui gèrent les fonds d'FTX ont décidé de passer les Solana en stacking. Okay. Donc ça décale c'est ça la mise à mort. Ça ne l'arrête pas, ça la décale simplement. Oui, mais ça veut dire que potentiellement, peut-être que... Mais est-ce qu'ils vont liquider petit à petit ça veut dire que peut-être qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas liquider comme ils voulaient, qu'il va falloir être un peu plus patient et besogneux. Sinon, ça va faire comme Kerviel en décembre 2008, où quand tu liquides des positions de futur, quelle que soit la façon dont tu t'y prends, tu vas faire décaler le marché parce que tu peux pas. Le marché a une liquidité maximum et pour le coup en ce moment, liquidité sur le marché crypto, c'est pas le truc c'est pas l'indicateur le plus ouvert. Sur tous les marchés actuels, la liquidité elle est pas. Sur les marchés actions, tu t'en sors encore, mais sur les marchés crypto, clairement. Puis en plus, comme le crypto, tout est visible, tout est public, tu vois le tressautement arriver. Alors que sur un marché privé, quand c'est sur le stock exchange, tu le vois une fois que le truc est arrivé. Là, tu vois le tressautement arriver. Et là, actuellement, le marché actuel, on sort de la crypto, le marché mondial, est-ce qu'il est encore corrélé au monde des crypto-monnaies ? Est-ce que le Web3, le monde des crypto-monnaies est encore corrélé au marché mondial de la bourse actuelle ou pas du tout ? Je ne sais pas. Ok. Je ne me prononce pas. Ok, très bien. J'ai enfin trouvé cette question que tu ne sais pas. Voilà. Mais il y en a plein, tu serais étonné. Pour le coup, quand je ne sais pas, je peux... Sinon, je vais m'appeler Madame Irma et ça me va pas bien. Je vois bien. Sinon, une question que j'avais, c'était la régulation en crypto. Comment est-ce que on peut saisir des opportunités liées à la mise en place des régulations ? Alors, pour moi, la régulation, c'est toujours une super opportunité parce que un trader ou un portfolio manager, quand il va faire sa stratégie de trading, lui, il voit le gain qu'il fait réaliser à la société. Et ce qu'il oublie, c'est qu'il n'est pas le seul acteur du marché et que généralement, ce qui fait qu'un fonds n'a pas des gains très intéressants, c'est que tout ce gain a été perdu dans le suite de la chaîne. Okay. Sauf que le suite de la chaîne, c'est quoi ? C'est un middle office, c'est un back office, c'est la partie compliance, c'est la partie comptable. Donc, c'est des métiers boring, pas très marrants, qui, quand ils vont parler à des portfolio managers ou à des traders sur les coûts, les opérations qu'ils font, a peu de poids. Tu as deux façons de voir les choses. Grâce à ces régulations, tout d'un coup, tu deviens plus intéressant pour le trading parce que tu peux leur expliquer comment, en structurant son produit d'une certaine façon, on ne va pas le perdre dans la marche plus tard. Je vais te donner un exemple très bête. Quand j'étais chez BNP Paribas, on avait pendant très longtemps décidé, pour des raisons de legacy, de considérer que les dividend swaps, c'était le nombre de points d'indice fois le spot, donc le prix de l'indice, pour les dividend swaps. Or, normalement, le principe d'un dividend swap, c'est que tu joues le point de dividende que va être versé sur l'indice. Et quand on a décidé d'améliorer la norme comptable selon les nouvelles normes comptables, c'est-à-dire de prendre le nombre d'indices fois le nombre de points de dividende, le hors-bilan sur les dividend swaps a diminué de 90%. Okay. Sauf que ce hors-bilan, du coup, il prenait de la place pour faire d'autres opérations de trading sur d'autres produits. Parce qu'à l'époque, il y avait les obligations BAL qui sont d'ailleurs toujours là et qui fait qu'en France, on n'a pas eu SVB. Voilà. Et à la fin de la journée, tu vois, ça, c'est typiquement juste une correction. Mais parce que cette correction, on voulait la faire depuis longtemps. Mais on avait du mal à avoir les arguments parce que tu perds du temps, il faut transformer les produits, c'est un gros project management à faire. Donc, le trading ne voit pas l'intérêt parce que lui, il voit pas... T'as beau lui dire qu'il va gagner 90% de leur bilan, il ne voit pas vraiment ce que ça va changer dans sa vie. Là, du coup, tu lui expliques que... on doit revoir les normes comptables à cause de Basel, parce que maintenant, le hors-bilan est vachement surveillé, qu'il faut se mettre d'équerre. Donc, il va un peu, c'est pas rigolo, tu nous fatigues avec tes projets réglementaires. Puis à la fin, il se dit, c'est génial, je peux acheter et vendre beaucoup plus d'actions. Ouais, mais ça, on le voit bien. Mais ça, en gros, c'est qu'une opportunité pour les plus gros. On est d'accord ? Non, même un petit, il a la même opportunité, c'est juste que c'est pas à la même échelle. Mais en fait, tous les acteurs ont des opportunités sur les projets réglementaires. Okay. Ça permet de faire... En fait, aujourd'hui, il faut vraiment se dire que le génie d'une banque, si tu prends 5 banques, même de tailles différentes,
Tu peux avoir une banque beaucoup plus rentable que l'autre, juste parce qu'à un moment donné, dans la banque la plus rentable, il y a des gens qui ont expliqué et que le management a été en capacité de comprendre que le but d'une banque, c'est pas que de faire de l'argent, c'est de ne pas perdre le gain réalisé par le trader ou par la vente du produit financier par tout le reste de la chaîne. Okay. Et que donc à ce moment-là, il y a une deuxième chose, là, il y a une nouvelle régulation qui est en train d'arriver dans la banque pour éviter que les gens ne soient pas en capacité, quand tu achètes une action, de te livrer l'action et donc ça bloque une chaîne. Là, ils sont en train de mettre ce qu'on appelle des pénalités si tu n'as pas l'action lorsque tu la vends. Okay. Et donc, la pénalité, ça va jusqu'à 8% du nominal. Donc, c'est gigantesque. Avant, tu avais un buying au mieux au bout d'un an, quand vraiment tu faisais pas d'efforts. Sauf qu'aujourd'hui, l'action peut beaucoup bouger. Donc, attendre un an, si jamais un an plus tard, la personne ne peut pas te donner l'action et que tu l'achètes et qu'elle a fait x2, tu es en difficulté financière. Là, maintenant, si tu ne respectes pas le cycle de settlement, c'est-à-dire 2 jours, par exemple, sur le marché européen, 8% du nominal le premier jour en pénalité. Le jour suivant, c'est 9%. Et après, c'est buying automatique. Okay. Et là, typiquement, ça crée un truc assez magique. C'est que du coup, tu peux pas dire, bon, c'est pas grave, j'achète l'action, je l'ai pas, ou je vends l'action, je l'ai pas, à un moment, je la trouverai bien. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'avoir ton nombre d'actions dans tes systèmes correct et complètement en phase avec ce que tu as réellement chez le custodian et pas la projection qu'on s'est fait au niveau du trading. Ok, mais ça, là, du coup, on est dans le marché traditionnel. Comment tu le réappliques au marché Sur la crypto, par exemple, le jour où on va mettre en place un DVP, donc un Delivery versus Payment, qui te permettra de dire, je te donne, par exemple, une lettre de crédit dans le cas de mon... J'achète et je vends, je sais pas moi, du blé. Ouais. Je te donne une lettre de crédit du blé. Et moi, en fait, comme j'aimerais bien être payé immédiatement et que c'est un jour férié aux US, j'ai envie de me faire payer en stablecoin, voilà, parce que j'ai pas envie de dépendre de Visa et de mon banquier. Et donc, si je pouvais faire un delivery versus payment où ce stablecoin était loqué en même temps que cette livraison de blé, et bah typiquement, c'est tout bénéfice. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, tu fais 2 opérations séparées. D'accord. Et t'as personne, comme t'as vraiment pas vraiment d'intermédiaire de confiance, qui te dit « Oula les mecs, je suis tranquille ». Et pourquoi on peut pas l'automatiser non plus ? Parce que quand tu mets un stablecoin dans ce DVP, il faudrait s'assurer qu'il a respecté toutes les règles de KYC et de blanchiment. Et c'est pour ça d'ailleurs typiquement que le stablecoin de Forge, le R-Curve, a plein de règles de whitelisting par Société Générale parce qu'ils veulent s'assurer qu'il est AML KYC compliant. Ouais. Une fois qu'il est ça, bah du coup, t'es tranquille, le DVP peut se faire. Okay. Donc en fait, il faut voir que ce stablecoin, c'est l'étape numéro 1 pour dire je crée un truc où je connais d'où viennent les fonds. Ok, du coup, là sur le marché, ceux qui vont réussir, ça va être plutôt, entre guillemets, si on lit un peu entre les lignes, les grosses banques qui vont se convertir, c'est plus les gens qui ont déjà l'expérience et les connaissances en tant que telles, qui vont les réappliquer au monde du Web3, qui pourront être les gagnants. Je suis pas vraiment sûre parce que justement, eux, ils ont quand même à la fin de la journée un problème, c'est que les banques qui n'ont pas eu de grand scandale, ils ont trop de choses à perdre pour se permettre de prendre des décisions ou même s'ils ont tout bordé, se lancer dans le business. Okay. Parce qu'il y a quand même trop de filous autour qui vont toujours trouver un moyen de contourner. Moi, j'espère plutôt, et pour le coup, là, c'est peut-être la seule prédiction que je te ferai, c'est qu'un grand acteur comme Circle va se dire, à un moment donné, arrêtons d'être juste crypto Web3, assumons le fait qu'aujourd'hui, on est un grand acteur financier, ou même AAV, qu'on a énormément d'argent sur notre coupe, mettons en place un KYC pas rigolo, un AML pas rigolo, pour faire que tu as un stablecoin où tu sais que quand tu possèdes ce stablecoin-là, donc une nouvelle version de l'USDT, il est blanchiment free, en tout cas au max de ce que tu peux faire, et embargo free, c'est-à-dire Syrie, Iran et compagnie, là. Et ce super jeton te permet d'acheter d'autres biens. Et donc, tous les gens qui ont acheté ce super jeton et qui sont même en face sont eux-mêmes KYC. Bon, pour que ça marche, il faut que le mec qui a le blé ait subi le même contrôle pour qu'une fois qu'il a le jeton, s'il le réutilise pour racheter autre chose, il soit toujours KYCisé. Ouais. Sinon, ça ne marche plus. Si à un moment donné, il n'y a que le premier acteur qui est KYCisé, s'il rachète quelque chose, il peut redevenir sale. Donc, toute la beauté est là, si les 2 acteurs qui vont être dans cette transaction sont KYCisés au même niveau. C'est-à-dire, mon argent est propre, il respecte toutes les règles, on est peinard. Et moi, je pense qu'un grand acteur, à la fin, il ne faut pas oublier, AAV, Circle, les gros players, ils ont énormément de liquidités, ils ont énormément d'argent. Et aussi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des banques font des prêts avec ces acteurs-là ? Parce qu'ils ont tellement de liquidités, ils ne savent plus quoi en faire. Donc, eux-mêmes ont aussi besoin de trouver un débouché aux liquidités qu'ils ont. Ok.
Là, il y a beaucoup d'informations qui sont... Même pour moi. Il y a pas mal d'informations qui sont arrivées. On se dirige gentiment vers la fin. Avant de se diriger vers la fin, c'était aussi revenir un peu sur cette notion de New Bank et Banque 2.0. Tu as dit que tu allais revenir... Ouais. Alors, je vais prendre un exemple, je pense, qui va peut-être un peu plus parler. Dans le monde des banques d'entreprise, aujourd'hui, tu as les acteurs classiques, et puis tu as des nouveaux acteurs qui sont arrivés, comme tu as dans les néobanques, qui nous ont dit, moi, je fais une banque, puis à un moment donné, plus tard, ils ont dit néo. Par exemple, si tu prends des acteurs comme Conto. Conto, c'est une néobanque qui, à la fin de la journée, a besoin d'une vraie banque, c'est-à-dire dans l'occurrence Arkea, pour pouvoir déposer ses fonds. Donc, ils ne te donnent pas de crédit, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas cette licence bancaire. Et tu as d'autres players qui se disent, j'arrive sur ce marché, moi, je veux le digitaliser, je veux être la new bank, Memo Bank, qui, eux, se disent, bon, bah d'accord, c'est pas drôle, il faut une licence bancaire. Ou comme sur les mutuelles, Alan qui se dit, bah c'est pas drôle, faut être à la fin un vrai assureur avec toutes les obligations légales qui vont avec. C'est pas drôle, mais c'est la vie. Et ces gens-là, ils ont compris, comme les gens du New Space, ils se sont dit, je joue avec les règles des anciens, mais avec des méthodes modernes. Et du coup, à la fin de la journée, quand tu es chez Conto, c'est génial au début quand tu n'as pas besoin de faire un prêt. Puis à un moment donné, tu as besoin de lever de la dette parce que tu n'arrives plus à lever de l'argent par des vici. Et alors là, tu vas aller voir ton banquier Conto et lui il a envie de te faire un prêt, mais il n'a pas cette faculté. Parce que si Arkea va dire, bah non, moi je veux que ça revienne dans le monde normal. Donc là, tu recommences une relation bancaire avec quelqu'un de nouveau. Donc il faut tout Donc soit tu es gentil avec Conto et tu gardes ton compte principal chez Conto et du coup, le mec te fait des super frais, ou quasiment aucun, pour te maintenir là, et tu vas prendre un prêt à côté dans une banque plus traditionnelle, auquel tu n'as pas de relation bancaire, donc le mec va pas te faire le meilleur prêt de la terre. Soit, oui, tu vas aller chez Memo Bank, qui est peut-être pas si gratuit, mais à un moment donné, quand tu auras besoin d'un prêt, le mec te connaît déjà, tu sais comment ça marche, tu bouges pas tous tes comptes, tu restes au même endroit. Voilà, et je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire à un moment donné, quand on paye pas de fees, c'est toi le produit. Et à un moment donné, tu peux pas demander des choses à des gens auxquels tu payes rien. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, quand vous allez dans une banque, les gens vous disent que c'est des banques. Vérifiez toujours, mais en particulier quel est le service qui est offert. Et après, tout ce qui n'est pas gratuit, à quel moment ça se déclenche. Et c'est là où on découvre que souvent, on a affaire à une néobanque. Et le problème de la néobanque à la fin de la journée, c'est quand tu laisses... c'est que tu as quelqu'un derrière qui est une banque qui garantit tes fonds. Sauf que si cette banque-là, à un moment donné, elle en a marre des coûts logistiques que ça lui fait, elle peut fermer le robinet. Et c'est pour ça, typiquement, que Conto, toutes les boîtes qui ont des cryptos se sont fait dégager de crypto, logiquement, parce qu'Arkea, qui est quand même Crédit Mutuel à la fin, la crypto et Arkea, ça fait pas vraiment bon ménage. Donc ils ont dit, dès qu'il y a une suspicion, j'imagine, de crypto, nous, on n'en veut pas comme client derrière. Donc, vous ne pouvez pas accepter de clients qui ont un vague rapport avec la crypto chez Conto. Et donc, Conto subit les règles d'Arkea, alors qu'en fait, on a l'impression qu'ils décident des règles, et c'est pas du tout le cas. Et en crypto, c'est la même chose. Quand vous allez vers un exchange, qui en fait n'est qu'une place marketing pour vendre d'autres produits, c'est un néo-agent. C'est comme quand tous les gens vous disent qu'ils sont enregistrés SAN, et en fait non, ils ont fait une demande qui a été plutôt vue, mais à la fin, il y en a qu'un en France, c'est Forge, qui lui a un agrément. Ok, formidable. On arrive à la fin. C'était vraiment passionnant. Je te laisse me donner un peu le mot de la fin. Moi, j'aimerais bien que tu nous donnes des conseils, c'est-à-dire des bons petits tips, des petites pépites, parce que t'en as toujours plein ton sac. À chaque fois qu'on parle, moi, tu me régales. Quelles sont les petites pépites que tu peux nous donner? Et après, je te laisserai prendre le mot de la fin. Je vais donner le premier conseil. Si vous demandez à quelqu'un des conseils d'investissement et qu'il vous les donne, parce qu'il pense qu'il est en mesure de vous le donner, pensez à quelque chose. Cette personne est là au moment de l'achat, elle ne sera pas là au moment de la vente pour vous dire de vendre. Donc ne suivez pas son conseil si vous ne le comprenez pas. Ne suivez jamais aucun conseil. Il n'y a pas de conseil gratuit, ça n'existe dans aucun monde. Pourquoi les gens en banque privée, on leur prend un pourcentage de leurs conseils? Parce qu'à la fin de la journée, un conseil, ça se paye. Totalement. Et enfin, un conseil, quel est l'intérêt? C'est quand ça se paye, tu peux te retourner contre la personne. Deuxièmement, la plupart des métiers dans les marchés sont des métiers réglementés. C'est-à-dire que les gens ont passé des examens. Donc, un influenceur, à la fin de la journée, c'est son point de vue personnel, ça n'engage que lui. Et surtout, ça engage votre argent et pas son argent. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Moi, dans mes DM, aujourd'hui, je reçois peut-être 2 fois par semaine des demandes de collaboration où on me propose entre 15 et 18 000 $ pour vous dire qu'un projet est super cool. Alors, vous l'avez vu, j'ai parlé d'aucun projet super cool parce que
Parce que pour moi, ça s'appelle un conseil en investissement. Je ne suis pas aujourd'hui régulée. Je suis beaucoup trop les règles pour aller vous dire qu'un projet est excellent. Pour moi, do your own research. Et c'est pas juste do your own research parce que j'ai lu un papier qu'a fait un des influenceurs ou même quelqu'un de très sérieux. Ouais. C'est aller mettre les mains dans le cambouis, pas tout comprendre, y aller doucement. Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut arrêter de se dire l'argent ne se gagne pas facilement. Il n'y a que dans les films que ça arrive. Dans la réalité, à la fin, on est toujours attrapé par la police. Ouais, formidable. Voilà. Merci beaucoup. Bah de rien, avec grand plaisir. C'était un plaisir. Et oui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like, et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.